Alors le choix, donc, c'est l'attribution du prix, et c'est un moment traditionnel dans la vie littéraire française, ça a toujours quelque chose d'un peu dramatique, spectaculaire. Revoyons 2 ou 3 de ces attributions et l'annonce du Goncourt. Revoyons ce très court historique. Ça, c'est l'annonce du Goncourt, je crois, en 58. Son livre Saint-Germain ou la négociation. Le prix Goncourt 1966 a été attribué à mademoiselle Edmonde Charleroux pour son livre Oubliez Palerme au second tour de scrutin. Le prix Goncourt 1967 a été attribué au 7e tour de scrutin à monsieur André Pierre de Mandiague pour son roman La Marge par Saint-Voix. Bruit divers, comme on dit à l'Assemblée nationale. Hein. Oui, car ce prix aurait dû, à mon avis, être attribué déjà à Mandiargue au moment de la motocyclette. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup plus calme maintenant. On a l'impression que tout est fait d'avance, non? Oh non, tout n'est pas fait d'avance, mais disons que c'est plus calme, effectivement. La Cannuille est beaucoup moins partagée en 2 ou 3 camps, comme elle était auparavant. Elle s'est, disons, un petit peu calmée. C'est plus un club, enfin... L'Académie, c'est un club, au fond, pendant le reste de l'année. Et quelquefois, on peut même dire que certains pensent que la période du concours, c'est pas la plus amusante pour eux, parce que c'est le moment où ils ont le plus de travail et le plus de troubles. Car enfin, lire quelquefois 200 livres pour se faire engueuler pour un choix... Vous aviez dit que peut-être vous arrêteriez. C'est pas tellement drôle, en fait. Quelquefois. Vous comptez arrêter un jour, parce que je crois effectivement... J'ai fait voter, nous avons voté un texte qui maintenant permet aux membres de l'Académie de s'en aller. Avant, c'était comme à l'Académie française, où on a perpétuel. Perpétuel, même si on démissionne, on en est encore. Pierre Maccorlan nous avait demandé ça, alors on a voté dans le règlement, comme pour les cardinaux, on peut s'en aller à 75 ans. Bon. Et de quoi vit-on quand on est académicien concours? Eh bien, c'est justement, l'immense majorité des gens ignorent complètement que nous n'avons pas du tout été créés pour le prix Goncourt. Nous avons été créés pour faire quelque chose comme Socrate demandait à ses juges, le Prytanée, c'est-à-dire, nous étions une société de 10 membres qui avait assez d'argent pour entretenir, disons, au double SMIC, chacun de ses membres. Et puis, comme la loi de 1903 nous a obligés à placer l'argent sur l'État, on a été parfaitement ruinés. Nous devions, en outre, aider les vieux dans la difficulté et aider les jeunes en leur donnant des bourses. Évidemment, c'était devenu impossible. Mais parallèlement, le prix Goncourt a pris, à partir de 1923, c'est-à-dire à partir du duel Proust-Dorgelès, une importance considérable. Et le prix est devenu quoi? Mais ce que vous en faites, messieurs? Pas nous. Nous faisons un choix littéraire. Mais vous donnez de l'argent depuis les médias ont fait quelque chose d'énorme. Il n'y a plus d'argent. Non, il n'y avait pas un prix symbolique de 50 francs dans un chèque symbolique de 50 francs. Oui, mais enfin, les médias et le public... Ils ne touchent pas, ils l'encadrent. Enfin, vous ne refusez pas, Hervé Bazin, vous ne refusez pas le fait que les médias et le public ont fait du Goncourt ce que c'est. C'est ça. C'est-à-dire une institution, vous ne le refusez pas. Non, ne le refusons pas, mais je souligne bien la chose quand on dit que la Goncourt est responsable... par exemple, devant le public, je dis oui, bien sûr, mais l'ensemble des médias, s'ils se taisaient, ferait que le prix Goncourt ne serait rien. C'est vous autres, qui en faites ce qu'il est. Tant mieux, d'ailleurs. Vous parliez d'argent, hein, et car il faut parler d'argent à propos du Goncourt. Alors, qu'apporte exactement le prix Goncourt à un écrivain? La fortune? Quel changement, bon ou mauvais dans sa carrière? C'est extrêmement différent selon les candidats, selon les années. Écoutons-les justement. Écoutons un ancien candidat, Michel Tournier, que Serge Richez a voulu interroger justement pour obtenir une réaction. Michel Tournier, alors qu'est-ce que vous a apporté le prix Goncourt? Le prix Goncourt m'a d'abord apporté, comme à tous les lauréats du prix Goncourt, une récompense de 50 francs. Voilà, vous voyez, c'est un chèque que j'ai gardé. J'aime mieux vous dire que c'est une relique, on se garde bien de l'envoyer à la banque, on le met sous verre, parce qu'il faut que vous sachiez que quand le premier prix Goncourt a été donné en 1903, ça ne faisait pas vendre un seul exemplaire de plus. Mais il y avait un chèque de 5000 francs or qui permettait à l'époque de vivre très très bien 1 an et passablement 2 ans. Et c'était la récompense. Et puis alors, disons en 80 ans, n'est-ce pas, l'argent a fondu, et la récompense n'a jamais bougé. Ça fait aujourd'hui 50 francs. Au niveau des droits d'auteur, je pense que vous y retrouvez autant. Alors, au niveau des droits d'auteur, le prix Goncourt va généralement entre 200 000 et 600 000 exemplaires.
ce qui fait entre 1 million et 4 millions de francs. Le public croit souvent que ça apporte un petit peu comme le loto ou la loterie nationale, que ça apporte le pactole financier. C'est pas ça. C'est pas ça parce qu'il y a le fisc qui est derrière, il faut pas se leurrer. Mais ce que ça apporte, c'est tout d'un coup l'ouverture d'un certain nombre de portes qui étaient jusque-là fermées. Vous auriez aimé avoir le prix Goncourt 2 fois? Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous parlez évidemment du problème de Romain Gary et d'Émile Ajar, puisque Romain Gary est le seul qui a eu le prix Goncourt 2 fois sous le nom d'Émile Ajar. L'année dernière, à pareille époque, je publie un roman, Gaspard, Melchior et Balthazar. Et mes amis de l'Académie Goncourt l'ayant reçu, il y en a un qui me dit « Ah, c'est dommage que tu en sois l'auteur, ça nous aurait fait un bon prix Goncourt pour cette année. » Et je me suis dit « Mais au fait, c'est vrai. Pourquoi je ne l'ai pas fait signer par mon jardinier ou par ma petite amie, n'est-ce pas? Et on aurait partagé les droits d'auteur, évidemment. » Vous auriez aimé avoir le prix Goncourt 2 fois? Je crois que c'est comme les très très belles choses, il faut que ça reste unique. Vous savez que notre siège est un petit salon chez Drouan, où on mange merveilleusement bien, et gratuitement en plus pour l'Académie Goncourt. Et je dois dire que le menu du jour du prix Goncourt est évidemment passablement... Vous avez un exemplaire, vous avez Ah bah oui, quelque chose. J'ai l'impression que vous avez amené tous vos documents. J'ai amené tous les documents. Oui. Alors voilà, Oui. j'ai amené le menu de l'année dernière. C'était la 691e séance de l'Académie Goncourt. Je ne vous le lis pas, mais si ça vous amuse de jeter un coup d'œil, vous verrez qu'avec ça... C'est ça. Je vois qu'il y avait un beluga de la Caspienne, Ouais. un foie gras d'oie frais en lobe à la gelée, un homard drouan, un faisan rôti en volière, des pommes en liard, fromage, bombes glacées, café. Et tout ça délicieux. Bien, alors je crois qu'on a assez parlé du prix Goncourt à Hervé Bazin, on va en reparler demain à la même heure pour l'attribution donc de ce prix important. Parlons un petit peu encore, il nous reste quelques minutes, de votre roman, donc L'Église verte. Et je disais qu'il y a plusieurs personnages dans l'Église verte, il y a la forêt, et puis il y a cet homme sans identité, qui décide de ne pas avoir d'état civil. C'est le refus de la société d'aujourd'hui, le refus de notre époque. Alors, à la base, il y a un certain nombre de faits divers qui m'avaient inspiré. D'abord, quand j'étais journaliste, j'avais interviewé le soldat inconnu vivant entre les deux guerres. Ensuite, il y a l'exemple de l'homme de Grenoble, dont on n'a jamais su le nom. Et ensuite, il y a l'exemple de l'homme de la forêt de Basse-Saxe, dont on n'a également jamais su le nom, qui a vécu 12 ans au milieu de la forêt. Donc, par conséquent, c'est un thème, apparemment conte philosophique, mais qui est basé sur des faits possibles. Vous savez aussi qu'actuellement, il y a un nombre d'ermites si considérable qu'on a pu en recenser près de 400. C'est un phénomène social, une espèce de sécession dans la société, dans des temps troublés. Bon. C'est un des thèmes. Ça s'oppose évidemment à notre empaprassement, au fait que nous soyons fichés, répertoriés, etc. Et enfin, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le thème de la nature, les trois choses formant l'Église verte. Une dernière question avec Bazin. Sur ce livre donc, que j'ai lu, il semble une évolution considérable. Vous avez démarré dans la littérature et dans la vie avec des livres qui avaient la vipère au poing, avec la haine dans les livres. Et dans l'Église verte, il y a la sérénité, il y a un certain bonheur et il y a une grande générosité. Mais pourquoi serait-on toujours la même chose? Pourquoi serait-on toujours la même? Quand j'ai démarré, évidemment, j'avais de très mauvais souvenirs d'enfance. Et à ce moment-là, je n'avais pas la famille que j'ai fabriquée. J'avais une famille reçue qui était insupportable. J'ai une famille créée qui est tout à fait différente. Disons que je suis passé d'un ton à l'autre parce que je suis passé d'une vie à l'autre. Et est-ce que la maladie a joué aussi un rôle? Oui, La proximité je dois de dire la mort. que depuis cet infarctus finalement bien dominé, je trouve la vie bigrement agréable. Je me rappelle le vieux Boer, quelques années avant de mourir, qui me disait en douce comme ça dans l'oreille: maintenant chaque minute compte. Chaque minute compte et vous les avez très bien remplies ces minutes, Hervé Bazin, les minutes de ce journal. Je vous en remercie. Demain donc le Goncourt. Cette édition se termine. Bon après-midi. Autocross, un jeu Congost.
incroyable, mais... Et voilà, une fois encore, nous allons lever le rideau sur cette salle pleine, je dois dire, jusque sur les escaliers, de tous ceux et toutes celles qui nous font l'amitié de venir passer cet après-midi en notre compagnie. Je vous présente l'hôtesse de bord, c'est Muriel S. Bonjour. Eh bien, ma chère Muriel, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par cette rubrique traditionnelle. Les enfants sont incroyables, mais vrais, voyez plutôt. Chaque semaine, ce sont des centaines et des centaines de lettres qui nous parviennent. Chaque semaine, disais-je, ces enfants, inspirés par les grands, nous envoient le fruit de leur imagination, de leur recherche. Et si vous le voulez bien, nous allons immédiatement prendre connaissance des quelques lettres que j'ai sélectionnées cette semaine et qui, bien évidemment, seront toutes récompensées. Elles auront droit au fameux livre des records. Il y a là matière à rêver, c'est une encyclopédie de l'incroyable, mais vraie, puisque tous ces records ont été vérifiés. Alors, première lettre, elle nous vient du Luxembourg, elle est ravissante, elle est décorée. La voici, cher Jacques. J'ai inventé une source d'énergie tout à fait incroyable mais vraie. C'est une souris brune des champs que nous avons sauvée et qui dans notre famille est là depuis plus d'1 an. Ne croyez-vous pas que c'est cruel? Non, c'est tout à fait naturel. Elle adore ça. Au Luxembourg, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Alors voyez l'installation pour fabriquer, n'est-ce pas, l'électricité au Luxembourg, une souris qui pédale, une dynamo, et c'est la lumière. Alors là, voyez-vous, ça c'est véritablement incroyable mais vrai. Une seconde lettre, et là nous allons la voir apparaître sur... Bonsoir. Unanimité après le match qui venait d'opposer à Toulouse la France à la Nouvelle-Zélande. Le rugby n'est pas sorti gagnant. Aussi, samedi prochain au Parc des Princes, promettons un deuxième test dédié au public cette fois. Le public, ce grand oublié de Toulouse dans la victoire des All Blacks. Hidalgo, rien à gagner, sinon préserver l'avenir, pour un temps où tout à perdre dans ce match démesuré qui engage ses élèves de l'équipe de France. Des élèves parfois contestataires à l'équipe de Hollande. La France passant l'obstacle, il a droit à un temps de répit. La France battue, Hidalgo va te faire voir ailleurs. Quelle vie! Voilà donc les deux principaux titres de notre Stade 2, en enchaînant directement, et sans aucune raison d'ailleurs, avec Pierre Fula, Georges Farusfel, le tenant du titre des Welter, battu hier à Saint-Maur par Lancastre, son challenger, un local. Est-ce qu'il était privilégié d'ailleurs, Lancastre, de jouer ou de matcher chez lui? Oui, un boxeur est toujours privilégié d'évoluer devant son public, d'autant plus que le club de la VGA Saint-Maur a... Pardon, qu'est-ce qui se passe? Non, je regardais l'écran parce que vous êtes très pâle dans notre écran, mais oui, ne réglez pas vos téléviseurs, ça doit... Oui, c'est le réglage de la couleur. C'est un réglage intérieur, oui. Bien, je revenais donc à Claudie Lancastre qui avait eu le bénéfice d'avoir son public. Et puis, il ne faut pas oublier donc que Georges Varusfel, par dérogation, avait accordé ce championnat de France à Claudie Lancastre qui jusque-là n'était pas un boxeur considéré comme un challenger officiel. Alors, bien sûr, l'élève de Jean Bretonnel peut-être peut avoir des regrets parce qu'accorder comme ça par dérogation un titre de champion de France en le perdant, c'est ce qui s'est passé donc vendredi soir, eh bien Georges Varusfel peut peut-être se mordre les doigts ce soir. Oui, quand on prend le risque par dérogation d'offrir son titre comme sur un plateau à un challenger qu'on en a choisi moyennant une bourse, il paraît normal donc qu'il y ait aussi l'envers du décor de temps à autre. Oui, c'est le risque de la boxe. C'est ce que nous allons voir du reste à travers ces images parce qu'il s'est passé tout de même 2 événements importants au cours de ce combat. Hier soir à Saint-Maur, championnat de France des Welter entre Varusfel et Lancastre. Pierre Fula. Bon Claudie, c'est un grand jour aujourd'hui. Tu es bien reposé, tout va bien, tu es bien préparé. Hein, on ne boxe pas de près. Comme on a dit à la salle, beaucoup de déplacements latéral, à droite, à gauche, et l'offensive. C'est toi qui viens chercher le titre, toujours sur l'adversaire.
Dis-moi, si tu en donnes un, t'en donnes deux. Tu vas faire pression sans cesse. Et puis tu vas t'échauffer, peut-être que ta frappe passera. Mais ne cherche pas le coup dur d'entrée, il est trop malin. Faut que tu sois champion de France. Alors Georges, j'ai pas besoin de donner des conseils depuis le temps que tu es dans le ring et que je suis dans ton coin. Tu sais ce qu'il faut faire, surtout un championnat de France. Tu bosses comme tu as boxé à Nice avec Zeno, ça devrait aller tout seul. Tu fais attention à Claudie parce qu'il est dangereux. Chaque boxeur a donc écouté les derniers conseils de son manager ou de son professeur, mais sur le ring, les comportements changent souvent en fonction des réactions de l'adversaire. Varusfel ne se méfie pas assez dès la première reprise de Claudie Lancastre, plus entreprenant il est vrai, et qui use d'un direct du gauche assez précis. Et tout à coup, eh bien, Lancastre crée une certaine sensation en envoyant au tapis sur un crochet court du gauche Varusfel totalement surpris. C'est le premier événement du combat. Mais le champion de France récupère et se montre particulièrement dangereux lors de la troisième reprise où son crochet gauche menace un Lancastre pourtant très mobile. À cet instant, c'est vrai, Varusfel est encore solide. Mais à la cinquième reprise, c'est le tournant de ce championnat de France des welter. Lancastre frappe fort et vous allez le voir, un direct au coup de gauche de Varusfel va réveiller une vieille tendinite. On crie au cinéma, ce n'est pas vrai. Varusfel souffre à cet instant, mais il reprend avec courage le combat. Handicapé par ce bras gauche, devenu inefficace, Varusfel évite, grâce à de belles esquives, une sévère punition. Et c'est un Lancastre élégant, doté d'un bon punch, encore certes un peu fougueux, qui va devenir champion de France des welter à 25 ans. Il a le temps de mûrir, Varusfel, lui, a eu le mérite d'aller jusqu'au bout des 12 reprises. Il est vrai aussi que Varusfel a maintenant 32 ans. Et déclaré champion de France poids welter, Je crois avoir fait le combat qu'il fallait. J'aurais pu arrêter au deuxième, troisième, quatrième. J'ai voulu faire voir que j'étais en train. Courageux. Ouais, enfin courageux. Faut savoir faire son métier. En le voyant blessé, moi aussi je peux dire que je lève un peu le pied. En le voyant blessé, blessé. Parce que c'est un copain. En boxe, il n'y a pas de copain, mais quand même, on se connaît, on n'est pas des bêtes. On est des êtres humains. Je crois que c'est un très bon boxeur. Je le remercie encore. Je le remercie de m'avoir accordé ce championnat de France. Puis je suis très content. Je ne dis pas que c'est le meilleur jour de ma vie. Le meilleur jour de ma vie, c'est ma naissance. Mais au moment pour le sport, je crois que c'est le plus beau jour de ma vie en étant sportif. Pour un combat de boxe. C'est bien, Claudie. Bon poids, bon œil Lancastre et bonne route. Basketball, Jean Mamère. Orthez était réservé au début de la saison sur l'engagement de 2 Américains ou 2 étrangers à l'intérieur de son équipe en vue de répondre à ce que souhaitaient les membres de la fédération, c'est-à-dire d'ajouter au sport lui-même du spectacle. Alors qu'en est-il maintenant qu'Orthez a fait comme tout le monde? Bien oui, Richard Dio nous répète souvent que Orthez est un club un peu à part. Il a eu la chance de pouvoir y aller, il vous a donné l'autorisation. Tout à fait. Alors j'ai justement profité de cette autorisation pour me rendre sur place et voir les Orthésiens qui, il faut le dire quand même, ont voté. Et donc, on sont partis à la recherche d'un 2e Américain, non pas un qui soit allergique. Voté comme tout le monde, le 11 mai, et voté à la fédération pour la venue de ce 2e étranger. Alors, le club orthésien est parti à la recherche d'un autre Américain, un qui ne soit pas allergique à la plume. Ils en ont quand même trouvé un qui est légèrement asthmatique, mais que voulez-vous, ils font avec. Et alors, nous nous sommes rendus sur place pour voir justement ce qu'avait apporté le 2e Américain dans cette équipe d'Orthez. Alors une précision, parce que notre langage peut sembler un peu hermétique de temps à autre. Orthez, c'est le pays de la volaille. Voilà pourquoi on vous parlait de plumes il y a quelques instants.
Villeurbanne est une belle affiche, mais après la venue d'Anderlecht, voilà 2 jours à peine en Coupe d'Europe, l'on se bousculait hier soir encore au guichet du marché couvert. Certes, Orthez est la seule équipe de haut niveau dans cette région, mais cela n'explique pas tout. Cet engouement vient peut-être de la présence, appréciée et justifiée, de 2 Américains dans l'équipe orthésienne. Numéro 13, Steve Waite. Numéro 14, Paul Anderson. Et pourtant, la réponse ne paraît pas si évidente que cela. Est-ce que vous venez plus spécialement parce qu'il y a 2 Américains? Non, pas parce qu'il y a 2 Américains, non. Vous venez d'habitude parce que c'est le basket et je vais voir toute l'équipe quand même. En question de jeu, oui, ça apporte beaucoup. Hein. On aurait pu, ce ne serait pas le même jeu, quoi, disons. On va voir Orthez pour Orthez, mais aussi Villeurbanne. Sur le plan technique, peut-être. Maintenant, on pourrait aussi discuter d'autres choses, parce qu'on va peut-être voir si c'est absolument chaque fois nécessaire d'en avoir autant. Une réponse mitigée donc et qui justifie le fait qu'après 9 journées de championnat et quelques tours de Coupe d'Europe, la moyenne des spectateurs soit toujours aussi stable. Et même si le nouvel Américain marque ici le premier panier pour Orthez, il n'est pas à lui seul la raison du succès. On a démarré le championnat avec de bons résultats, on est donc commencé dans les premiers. Vous savez que quand on gagne, le public vient facilement. Quand on est en queue, c'est plus difficile. Alors, ce qui est certain, c'est que nos 2 Américains ont un jeu collectif qui plaît au public et ça peut peut-être influencer la venue justement des supporters. Sans nul doute, cet apport d'un 2e Américain dans les équipes françaises amène, et Orthez en convient, un son nouveau. Un fond de jeu beaucoup plus collectif, donc une meilleure technique, mais surtout une énorme émulation au sein des bons joueurs français. Le plus souvent, les meilleurs scores sont à mettre à l'actif des joueurs américains, mais les Français, s'ils ne veulent pas être sur la touche, doivent conquérir une place de plus en plus difficile à obtenir. La rencontre d'hier soir entre 2 équipes européennes en est une excellente illustration. À White et Anderson pour Orthez, réplique Evans et Holcomb pour Villeurbanne, mais ce ne sont pas que les Américains qui permettent à Orthez hier de mener de 8 points à la mi-temps. La Rookies, par exemple, est sans doute le grand meneur de jeu nécessaire à son équipe. Il sait diriger ses partenaires et distribuer avec calme des ballons très chauds. Il faut savoir garder son sang-froid dans une rencontre d'une telle intensité. Et c'est peut-être la précipitation qui a perdu Villeurbanne hier soir. Villeurbanne revenu à 3 points seulement des Orthésiens à quelques minutes de la fin. Une perte de concentration très brève et Orthez en profite grâce à Perper ou Fnagel ou Kaba, des joueurs français, pour remporter avec 12 points d'écart un match de championnat où s'est joué la 3e place. C'est très important pour notre classe, notre position dans le classement, parce que maintenant on se trouve devant Villeurbanne et puis je pense toujours en 3e place. Alors comme cette année on avait décidé d'essayer de terminer dans les 5 ou 6 premières, cette victoire ce soir c'est quelque chose de très important. Et il voulait dire important. Après 9 journées, le championnat demeure très ouvert et par là même passionnant. Antibes a résisté un quart d'heure avant de céder au Limougeot. Le Mans a dû sortir le grand jeu pour gagner devant le Stade français. C'est le monégasque Thomas, 43 points, qui a été le réalisateur numéro 1 de la soirée. Classement, premier Limoges, 2e Le Mans à 1 point, 3e Orthez et Monaco à 3 points. Statu quo, chez les dames, les 3 premières ont gagné et le CUC est encore battu. Première Asnières, 18 points, 2e Stade français et Villeurbanne à 2 points. Pas de problème pour les grands, Grenoble et Cannes. Cannes qui a quand même perdu un set face au dernier Lyon. Asnières Stade français n'a pas eu lieu. Le Stade français jouait le premier tour de la Coupe de la Confédération, était éliminé par les Néerlandais de Saarlift-Voorburg. Pour en revenir au championnat de France, au classement, nous avons Cannes Antenne avec 10 points. Grenoble, Asnières et le Stade sont à 2 points, mais avec un match en moins. Regroupement en tête de la poule A où le nouveau promu Anzin, grâce à sa victoire sur la CBB, se retrouve à égalité avec la CBB et Gagny. Excusez-moi. L'USM Gagny qui a réussi d'ailleurs une belle performance en Coupe d'Europe en ne s'inclinant que de 6 buts en Hongrie face au Honvéd de Budapest. Match retour le 22 novembre à Bois-Colombres. Et en poule B, eh bien, la Stella Sport de Saint-Maur et Ivry sont repartis dos à dos et demeurent en tête à égalité de points. Gonfreville est toujours placé. Non, puis un bon coup de respiration, ça ira mieux, vous verrez.
Jean Marquet, en patinage hier à La Haye, il a semblé que le génie n'était pas au premier rendez-vous de la saison internationale. En regardant évoluer tous ces jeunes, on avait surtout l'impression d'évoquer un passé avec regret, celui des grands qui ont abandonné les patinoires. Oui, c'est vrai, vous avez raison Robert, c'était très net, mais il est vrai aussi que nous sommes tout à fait en début de saison, à 2 mois des championnats d'Europe, à 3 mois des championnats du monde, mais il est vrai qu'il n'y a pas pour l'instant de John Curry, de Robin Cousins ou même de Kovalev sur le plan européen. Mais finalement, c'est peut-être une bonne chance pour Jean-Christophe Simon, qui s'entraîne en Amérique avec Carlo Fassi, car il peut profiter, c'est peut-être lui sa dernière chance cette année, il peut profiter de ce titre pour être peut-être enfin champion d'Europe. Ces championnats d'Europe ont lieu à Lyon, c'est un avantage indéniablement. Il paraît qu'il était blessé cet été, il paraît qu'il a bien repris l'entraînement et que ses chances sont donc grandes cette année de donner enfin un titre en patinage à la France. Alors votre sélection à l'occasion de la Enya Cup, tandis que Pierre Fula et Richard Dio s'entretiennent entre eux, après tout si on vous gêne, vous nous le dites messieurs, nous continuons de passer nos pages sportives. Stade 2 donc à La Haye, la Enya Cup, Jean Marquet. Oui, en réalité, l'Américain James Santi, lui, a fait une très très belle exhibition cet après-midi. C'est le frère de David Santi, médaille d'argent au dernier championnat du monde. Il a été très remarqué et il est peut-être, lui, sur la bonne voie pour être champion du monde, peut-être pas cette année, mais dans tous les cas, il sera très vraisemblablement au rendez-vous olympique dans 2 ans. Le sens du spectacle, comme tous les Américains, c'était tout à fait remarquable. C'est surtout effectivement, Robert, chez les messieurs que la compétition a été un tout petit peu décevante, car par ailleurs, chez les jeunes filles, en danse et en couple, nous allons le voir, il y a eu de très très belles performances à La Haye. Voilà, la très belle exhibition de James Santi, l'Américain, se termine. Il n'a que 18 ans. Barbara Underhill, Paul Martini en couple, ils ont été tout à fait remarquables. D'autant plus remarquables que les années précédentes, ils ne donnaient pas l'impression qu'ils puissent arriver au plus haut niveau. Et là, vraiment, ils ont réalisé cet été des progrès tout à fait stupéfiants. Ils ont gagné cette compétition dans leur catégorie. Et leur exhibition cet après-midi était, elle aussi, vraiment très agréable et très jolie à suivre. Avec, vous allez le voir, une prise de risque assez considérable. Barbara Underhill, Paul Martini sont canadiens. Un très grand couple est né à La Haye dans cette Enya Cup. Katharina Witt a gagné la compétition féminine. Il y avait également l'américaine Hélène Zayac. C'est, je pense, entre ces 2 patineuses que devrait se jouer le titre mondial. Sur le plan européen, Katharina Witt sera très très bien placée à Lyon pour vaincre, à condition, nous l'avons dit hier, qu'elle améliore très nettement ses figures imposées. C'est tout le problème de ces jeunes gens qui ont beaucoup de classe naturelle, beaucoup de talent et qui, bien entendu, ont quelques difficultés à réussir de bonnes figures imposées. C'est le côté malheureusement laborieux du patinage qui réussit à quelques-uns, mais qui ne réussit pas aux superdoués. Mais avec le travail de Jutta Müller, je pense que Katharina Witt est tout à fait capable de gagner cette année le titre européen et le titre mondial. En 2 ans, elle a considérablement progressé, elle aussi. Nous revenons aux Américains avec ce couple de danse, Carol Fox, Richard Delay, qui devraient être les successeurs de Ty Babylonia, Randy Gardner. Mademoiselle Carol Fox est une très très belle danseuse, très élégante, avec des gestes de bras, notamment, véritablement de ballerine.
Un couple qui devra encore travailler pour essayer de faire échec à la forte cohorte des soviétiques. Il y avait 2 nouveaux couples à La Haye qui débutaient dans la compétition internationale et qui ont fait des débuts tout à fait remarquables. Ben voilà, on s'en lasserait pas de regarder tout ça, c'était bien beau. Alors Roger, on passe à un autre genre de sport, à une autre forme de se défouler aussi sur les terrains avec ce match d'hier, car il nous a semblé que l'équipe de France pouvait à un moment remporter ce match. Alors je pose la question à Pierre, Roger, Pierre et Roger. Je crois qu'on pouvait gagner, évidemment. À 10 à 9, on peut toujours gagner un match. Vous avez remarqué comment je vous ai amené les choses très doucement, parce que je sais que ça vous a fait de la peine hier de voir l'équipe de France. Non, mais surtout qu'aucune équipe n'a joué pour gagner, mais toutes les deux ont joué pour ne pas perdre. C'est un état d'esprit qui ne facilite pas le beau jeu, loin de là. Et ce match a été aussi noir que les All Blacks, finalement. On n'a rien vu. Si, quelques coups, oui, ça on l'a bien vu, surtout Berbizier. Mais cela dit, ça n'a pas été un bon match. Alors, j'espère que samedi prochain, les Français voudront prendre leur revanche. Un test match ne ressemble jamais à un autre. Christchurch n'a pas ressemblé à Auckland. Et pourquoi pas Auckland samedi prochain au Parc des Princes. C'est en tout cas le vœu que je forme, très sincèrement. Alors, vous nous ramenez hier soir à Toulouse, hier après-midi. Oui. Dans vos instants de douleur. Beau soleil. Avec un beau temps pourtant et un match qui promettait énormément. À la première minute, vous allez voir, ça va pas tarder, il siffle déjà, vous voyez, monsieur Norling, ça c'est le départ. Il va resiffler exactement dans 10 secondes. À la première touche qui va se jouer, il y a une faute de Lorieux. Et ça va être la première pénalité, et c'est Hewson qui va la taper, voilà. Vous voyez qu'il y a une faute de Lorieux, là, qui s'est infiltrée, c'est possible. Et Hewson tape du gauche, et très bien d'ailleurs. Très bon botteur. Et la Nouvelle-Zélande mène par 3-0. La lutte est ardente et noire, on peut le dire. Coup de pied sur coup de pied. Je tape, tu tapes. Tu retapes, je fonce et je rentre dedans et je fais très mal, monsieur Shaw. Sur Berbizier, justement. Et l'arbitre va le pénaliser pour jeu dangereux. Et la porte qui ne trouve pas ça dangereux du tout, du 42 mètres, vous voyez, il lui fait la leçon, monsieur Norling. Il dit attention, hein, monsieur Shaw. Et la porte, boum, ça passe aussi. Il y a 28 minutes que l'on joue, là, on est à 3 partout. Et à la 39e minute va se passer le seul éclat de ce match, le seul. On va le passer au ralenti parce qu'il n'y en a qu'un. Alors de toute façon, on ne risque pas de le manquer. C'est Loveridge qui prend la balle. C'est pas encore, d'ailleurs. C'est pas encore. Là, c'est un déboulé de Français qui n'arrivera pas, d'ailleurs. Ce sont les Français qui attaquent. Bon enchaînement. Mais les regroupements ne sont pas assez rapides. Berbizier a donné à Joannel, qui donne derrière, voyez-vous, là, ici, c'est un train qui a été peut-être le meilleur homme des 30 sur le terrain, remarquable. Des enchaînements Joannel, encore une fois, qui laissent à penser que les Français vont passer, mais ils ne passeront pas. Ils ne passeront pas toute la partie, d'ailleurs, vous le savez. Mais alors, regardez bien, Loveridge, là. On va prendre une balle. Il va faire 2 feintes magnifiques. Hop! Et il passe à Wilson, et Wilson va aplatir un essai imparable. Et très bel essai qu'on va voir au ralenti. Vous allez voir le geste de Loveridge, qui a le sens du rugby, comme les All Blacks l'ont quand ils veulent jouer. Ce n'était pas le cas d'ailleurs, forcément, samedi. Regardez cette fin de la seconde est superbe. Regardez, il passe les bras, et il donne à Wilson. Et Wilson, très bon ailier, va marquer. Nouvelle-Zélande 7, France 0. France 3, plus exactement. La porte a marqué une pénalité. Et là, ça va être Hewson qui va réussir un drop. Premier contré, d'ailleurs. Bien contré, on croit que c'est fini. Mais Hewson a sa petite idée derrière la tête. Et sur une balle qui va sortir, là, il recommence. Tac, et il le passe cette fois. Et ça fait 10-3. Vous voyez du jeu, pas vous en montrer, il y en a très peu. Il y a beaucoup de regroupements, d'empilage. Et là, c'est une pénalité que la porte transforme à la 40e minute. La mi-temps
survient sur le score de 10-6 pour la Nouvelle-Zélande. Mais 10-6 sans que l'on ait vibré 3 minutes au cours de cette première mi-temps. Ou le rugby fait vibrer à mort, ou alors il laisse indifférent. Gabernet, qui n'est pas indifférent à ce drop, lui, l'a réussi. Et la France revient à 10-9. Alors vous me disiez, je réponds à votre question tout à l'heure, évidemment à 10-9 on pouvait gagner un point. On pouvait gagner, bien sûr. Mais les Français ne sont pas dominés au cours de cette deuxième mi-temps, bien au contraire. Ils mènent quelques attaques dangereuses, mais en dernière minute, l'arbitre accorde une pénalité à Houston qui réussit, 13-9, c'est fini. Et il y a 5 minutes d'arrêt de jeu que l'arbitre ne fait pas jouer, si l'on peut dire. On échange des maillots, c'est tout ce qu'on peut échanger, après avoir échangé quelques coups. On aurait préféré échanger des essais, mais je vous dis, la bonne surprise, c'est peut-être pour samedi prochain. Mais sur la touche, j'ai vu un homme. J'ai vu M. Salia, qui n'a pas dû voir grand-chose du match, je ne sais même pas s'il l'a vu. Vous pouvez changer vos commentaires alors maintenant. Non, c'est vrai que je n'ai pas vu grand-chose de la partie, j'ai quand même vu une chose. Vous n'avez pas vu grand-chose, d'ailleurs. J'ai vu Philippe Datran. Et je peux dire à son sujet que j'ai pu constater à l'occasion de ce match qu'il était un véritable chef. Et si les sélectionneurs de l'équipe de France cherchaient dans un avenir plus ou moins lointain un capitaine à l'équipe de France, je crois qu'il est tout indiqué, car son comportement sur le terrain hier était le comportement d'un chef. J'ai dit au cours de mon reportage, ce court reportage, c'est le meilleur homme des 30. Oui. J'ai dit des 30, pas des 15 Français, des 30 sur le terrain. Voilà. Alors, remarquable. Cela étant dit, Roger, il y avait quand même beaucoup de choses insolites à voir au cours de ce match, surtout quand on le regarde de près. C'est le parti que j'ai pris de vous montrer ces choses insolites, et surtout sans faire de commentaires. Alors regardez. Ça l'arrange bien. Il montre des images et il ne parle pas.